c'est donc une ONG de solidarité internationale, qui est une ONG elle-même internationale, puisque le siège est installé à Washington, mais que nous sommes présents dans une dizaine de pays dans le monde. C'est une ONG qui a été créée au début des années 2000 par le chanteur de U2, Bono. À cette époque-là, le principal combat, c'était de lutter contre le sida, et notamment les effets absolument tragiques du sida en Afrique, où les traitements avaient beau exister, ils n'arrivaient pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a conservé de cette époque la notion de lutter contre les maladies évitables, c'est-à-dire toutes ces maladies au-delà du sida, comme la tuberculose, le paludisme et bien d'autres, la polio et aujourd'hui donc le Covid-19, qui connaissent des traitements, mais dont les traitements n'arrivent pas jusqu'aux populations les plus défavorisées du monde. Et les populations dont on parle, c'est des populations touchées par l'extrême pauvreté. Donc en fait, notre cœur d'action, c'est de faire reculer l'extrême pauvreté d'une part, et de fournir les traitements nécessaires à lutter contre ces maladies évitables d'autre part à ces mêmes populations. Alors il y a un point commun entre finalement le monde dans lequel je navigue aujourd'hui et le monde de la politique entre guillemets, c'est la dimension plaidoyer. Parce qu'en fait, il ne faut pas sous-estimer en politique l'importance du discours que l'on porte. Parce que en fait, le discours que l'on porte, que l'on martèle et que on porte avec conviction, je ne parle pas des éléments de langage voilà, sans aucun intérêt, je parle vraiment des éléments de conviction qui sont les nôtres, a une vertu profonde qui est de changer les perceptions de la société tout de même. Si vous passez énormément de temps à plaider pour de la justice, de la lutte contre les inégalités, à mettre en lumière ce qui ne va pas, etc., vous avez plus de chances d'embarquer avec vous un nombre important de gens qui vont prendre conscience, s'ils n'en avaient pas déjà conscience, de ce qui ne va pas. Oui, bien sûr. Et ce qui est terrible d'ailleurs, c'est que l'engagement auquel vous faites référence, il date donc de 50 ans. 50 ans qu'on a pris cet engagement d'atteindre 0,7% de notre richesse naturelle, de notre richesse nationale, intéressant comme lapsus, en aide au développement pour les pays les plus pauvres. On en est en France très très loin encore, puisqu'on en est à 0,3 à peu près. Il y a 3 pays qui donnent seulement. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, la Grande-Bretagne, le problème, c'est que si vous regardez du côté de la Grande-Bretagne en ce moment, il y a une tentation de remettre en question, justement, ce montant d'aide publique au développement qui est donné. Donc, en fait, partout dans le monde se pose quand même la question de notre capacité à tenir cet engagement. Alors, il va y avoir prochainement en France une loi sur l'aide au développement qui va être déposée. Ça fait des mois qu'elle aurait dû être déposée par le gouvernement, mais bon. On espère qu'elle va finalement être déposée au début de l'année 2021. Et ce sera l'occasion d'avoir un grand débat parlementaire sur nos priorités en la matière. Et nous plaiderons évidemment pour qu'on atteigne les 0,7% sans repousser à toujours demain, surtout en cette période de Covid-19. Mais la France... Enfin, moi, si vous voulez, je fais partie de ceux qui accordent à notre pays énormément de crédit. Je veux dire, notre pays joue un rôle sur la scène internationale. Souvent, il dit quelle est sa vision du monde, il porte des discours. Et d'ailleurs, le président de la République actuelle aime ça aussi, aller porter des discours progressistes sur les scènes internationales. Mais il faut être exemplaire aussi. Donc il faut, quand il est temps de passer aux actes, être à la hauteur de cette solidarité internationale, de ces engagements pris d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, dont je vous rappelle que ce sont des engagements qui ont été pris par tous les États dans le cadre de l'ONU. D'ici 2030, nous devons en avoir fini avec l'extrême pauvreté, assurer une éducation de qualité pour tous les enfants du monde. Voilà. Donc, sur tous ces sujets, nous sommes en train de prendre du retard. Du côté des observateurs, c'est qu'au début, certains se sont dit « Ouh là là, si c'est dramatique dans nos pays occidentaux, qu'est-ce que ça va être en Afrique ?» Et donc, on commençait à regarder l'Afrique en s'attendant à des chiffres gigantesques d'infection et de mortalité. Puis, au bout d'un moment, ces chiffres ne sont pas apparus tels quels. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a eu en effet proportionnellement
une moins grande mortalité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour autant, la situation n'est pas légère en Afrique. La raison pour laquelle la mortalité est moins grande, c'est parce que le Covid-19 affecte d'abord les personnes les plus âgées et que le continent africain n'est pas un continent vieillissant, contrairement au nôtre. C'est un continent très jeune, dans lequel, pour dire les choses autrement, parce que présenté comme ça paraît positif, pour dire les choses autrement, les gens sont morts en fait avant d'atteindre l'âge auquel ils sont le plus susceptibles de choper le Covid. Donc en fait, c'est ça d'une certaine façon qui a un peu prémuni ce continent. Pour autant, il y a quand même des pays qui en ont beaucoup souffert du Covid-19. Regardez l'Afrique du Sud par exemple. Et puis dans les pays d'Afrique subsaharienne, la réalité m'oblige à dire aussi qu'on n'a pas des systèmes de recensement extrêmement fiables dans tous ces pays et qu'il y a beaucoup d'endroits où on pense qu'il y a plus de mortalité liée au Covid qu'on veut bien le dire. C'est tout le sujet, en effet. Cette question de l'équité d'accès au vaccin Covid-19, c'est celle qui nous anime depuis plusieurs mois maintenant. Notre plaidoyer porte vraiment sur ce sujet parce que, pour plein de raisons, d'abord pour des raisons évidemment d'humanité, c'est-à-dire que on est bien placé dans cette ONG One qui traite justement des maladies évitables depuis des années et des années pour savoir que généralement quand un traitement arrive, il faut au moins 7 ans pour que ce traitement arrive dans les pays les plus en difficulté, ce qui est insupportable, c'est autant de temps perdu. Enfin, je veux dire, s'agissant du sida, mais vous n'imaginez pas le nombre de centaines de milliers de personnes qu'on aurait pu sauver si on avait fait arriver ces traitements plus tôt. Donc, on sait ça, et d'autre part, s'agissant du Covid-19, on sait que si on n'arrête pas la pandémie partout dans le monde, de toute façon, elle nous reviendra, y compris ici. Et on a des études assez précises sur le sujet. En gros, si les futurs vaccins Covid-19 sont distribués de façon exclusive à certains pays, on arrive à éviter peut-être 30% de la mortalité prévisible Covid-19. Si on distribue les vaccins partout dans le monde, à l'échelle globale, on arrive à éviter 60% de la mortalité Covid-19. Donc en gros, vous voyez, c'est de 1 à 2 quand même l'efficacité de ce qu'on fait. Donc nous, en fait, ce qu'on soutient, il y a un dispositif, alors c'est un mécanisme international qui s'appelle ACTA, Act Accelerator, et qui vise à récolter les financements de tous les États et institutions internationales, les mettre dans un pot commun qui puisse ensuite aider les pays les plus pauvres, et mettre aussi les vaccins, les doses de vaccins dans un pot commun qu'on puisse distribuer de façon logique, tout ça sous l'égide et l'œil notamment de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a rédigé des directives de répartition. Et donc ces directives, en effet, c'est de faire en sorte que 20% de chaque pays de la population de chaque pays soit vaccinés au début, puisqu'on n'a pas un nombre innombrable de vaccins, c'est-à-dire on a forcément une quantité à un moment donné limitée, et après on en produit d'autres les années suivantes, etc. Mais pour commencer, quand ces vaccins apparaissent, il faudrait que les premiers servis soient les 20% plus vulnérables de chaque pays. Donc tout ça est en train de se décider au sein de ACTA, ce dispositif international, et nous faisons du plaidoyer auprès des gouvernements où on est installé, puis les autres aussi d'ailleurs, pour qu'ils contribuent financièrement. Donc nous le faisons par exemple auprès de la France, qui a pris des engagements qui ne nous paraissent pas à la hauteur pour le moment. Alors, c'est à la fois comparable et proche et en même temps différent. Il y a une réalité en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne, qui n'existe pas ici. C'est la proximité de maladies, de pandémies qui tuent des millions de personnes sous vos yeux. Cette proximité-là, cette familiarité avec la polio, avec la tuberculose, avec la malaria, etc., fait que en fait, les populations savent très très bien ce que c'est que d'avoir un vaccin ou de ne pas en avoir, et du fait que ça change considérablement la vie et que ça vous protège enfin. Donc du coup, il y a une confiance peut-être un peu plus grande. Parce que finalement, dans nos pays à nous, l'un des éléments explicatifs de cette défiance à l'égard des vaccins, c'est aussi cet éloignement historique que nous avons avec une période où nous avons souffert de maladies avant que les vaccins apparaissent, contre lesquels on était totalement impuissants. Voilà, donc nous, on n'a plus cette mémoire-là, donc on oublie un peu facilement. En fait, moi, honnêtement, je ne porte pas de jugement de valeur sur le sujet, parce que, d'abord, je pense qu'il faut être respectueux avec les gens, et puis même avant les histoires de vaccins Covid-19,
je suis jeune parent et je me souviens très bien avoir souvent eu des discussions avec d'autres jeunes parents sur la nécessité de vacciner leurs enfants, etc., avec d'autres vaccins. Et honnêtement, je respecte en fait le fait que des gens vous disent « mais moi j'ai peur que ça tourne mal, ce vaccin, etc. » Ce que je dis en revanche, pour avoir beaucoup travaillé sur le sujet, notamment lorsque je suis passée dans le secteur privé et que j'ai beaucoup travaillé sur les perceptions de l'opinion publique, ce que je dis, c'est qu'en matière de vaccins, il y a un biais cognitif qui est à l'œuvre collectivement pour nous tous. C'est une asymétrie de perception entre les effets d'une action et les effets d'une inaction. Ce que ça signifie, c'est qu'en réalité, on arrive tous à bien faire le lien entre, je vaccine mon enfant et potentiellement, je sais pas, 2 mois plus tard, en fait, ça tourne mal, c'est une exception, mais enfin, ça tourne mal. Et du coup, je fais très très vite le lien. Je me dis, c'est de ma faute, j'ai vacciné mon enfant, j'aurais pas dû, etc. Donc, les effets d'une action, on les identifie bien. En revanche, on les identifie bien aussi parce que les anti-vax nous les mettent sous les yeux de façon très, très, très efficace, en fait. Beaucoup d'histoires racontées sur les réseaux sur ces sujets-là, même s'il reste des exceptions. En revanche, les effets d'une inaction, c'est-à-dire je prends la décision de ne pas vacciner mon enfant, puis quelques temps plus tard, mon enfant, il lui arrive une misère, eh ben, je fais moins le lien. On fait collectivement moins le lien entre la décision qu'on a prise de ne pas vacciner et ce qui lui arrive. Et en fait, je pense que les pouvoirs publics, dès lors qu'il apparaît être de l'intérêt général que la population se vaccine, qu'on s'entoure évidemment des garanties pour que la vaccination se passe bien, qu'elle n'ait pas d'effet délétère, les pouvoirs publics devraient peut-être réfléchir davantage à comment est-ce qu'on met plus en lumière les effets d'une inaction. Vous voyez, les anti-vax mettent tout le temps en lumière les effets de l'action quand elle tourne mal, même si c'est exceptionnel. Mettons peut-être plus en lumière les effets d'une inaction pour que les gens prennent conscience que c'est aussi une responsabilité qu'ils prennent de ne pas se vacciner ou de ne pas vacciner leurs enfants et que ça tourne mal à la fin. Alors, ce qui est absolument certain, c'est qu'à chaque fois qu'un gouvernement ne crée pas les conditions de la confiance, parce qu'en fait la confiance, si vous voulez, ça se gagne, quoi. Ça vient pas comme ça en cadeau, ça tombe pas du ciel, donc ça se gagne. Donc il faut les créer les conditions. Évidemment, il prépare la suite, qui est que les gens ne lui font plus confiance, y compris sur des choses évidentes, sur de la gestion, sur des décisions de confinement ou pas confinement. D'ailleurs, vous avez remarqué tout de même qu'au second confinement, il y a eu beaucoup plus de contestations de la part d'un certain nombre de corporations, de commerces, etc., qu'au premier. Pourquoi ? Parce que, en fait, contrairement à ce qu'on a dit un peu partout, le premier n'avait pas été une réussite. Le premier déconfinement qui s'en est ensuivi n'a pas été une réussite. Il y a eu, en effet, ces cafouillages sur les masques. Non, inutile de porter des masques, ce serait même contre-productif. Enfin, c'est hallucinant. Il aurait 1000 fois mieux valu dire à la population, écoutez, nous n'avons pas de masques, mais vous pouvez en fabriquer chez vous. Enfin, c'est quand même incroyable, en fait. On pouvait les fabriquer chez soi, mais c'est un manque de confiance qui a été installé à ce moment-là et qui ne s'est toujours pas évaporé, en effet, et qui crée les difficultés que l'on sait, y compris autour des vaccins. Parce que finalement, on se dit, alors il y a eu cafouillage sur les masques, les tests, ça n'a pas été si génial que ça, l'organisation. Les vaccins, on va attendre de voir. Donc, à titre personnel, je pense qu'il faut se faire vacciner, évidemment, et je le ferai. Mais je pense aussi qu'il faut prendre au sérieux les réticences et les craintes des gens et y répondre. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant qu'on soit obligé d'en passer par un terme anglo-saxon, parce que l'équivalent n'existe pas en français. Mais ce qu'on entend par care, et ce qu'on entend par métier du care, plus exactement, c'est toutes ces fonctions, tous ces métiers qui tournent autour du soin, de l'attention aux autres, du souci d'eux. Alors, on peut qualifier ainsi une série de métiers, mais on peut qualifier aussi ainsi une éthique, une gouvernance du care qui serait davantage tournée vers les plus vulnérables. C'est en fait le fait de faire attention à. Voilà. Et à quoi est-ce que ça s'oppose pour aller vite ? Et ça s'est vu vraiment beaucoup pendant cette crise et ce confinement. Ça s'oppose à cette espèce de rhétorique de la guerre qui a été adoptée par le gouvernement pour soi-disant faire face au Covid-19, que personnellement j'ai trouvé absolument absurde, déplacé.
En quoi est-ce que nous faisons guerre à un virus? Non, nous sommes affectés par un virus. Nous devons nous protéger collectivement. Nous devons, les uns et les autres, nous approprier des gestes protecteurs. Donc c'est plutôt une question de responsabilisation des citoyens plutôt qu'une question de guerre. Et en fait, ce qui nous a frappé très fort avec Sandra Laugier, c'est que finalement, la rhétorique de la guerre a cela de particulier que sitôt que vous la convoquez, ben, du coup, en fait, autour de la table, vous mettez plus des hommes que des femmes. C'est ainsi, qu'on le veuille ou pas, la non-mixité des métiers en France, et dans le monde peu ou prou, est un constat, un diagnostic évident. Qu'on peut déplorer clairement, hein, parce que honnêtement, c'est ce qui explique pourquoi il y a toujours ces inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel, parce que tout ça est encore très stéréotypé. Il y a des métiers vers lesquels on va spontanément pousser plus les filles et d'autres les garçons. En tout cas, pour revenir à ces métiers du care, si on entend par là les infirmières, les gardes malades, les employés des EHPAD, ou plus généralement les femmes de ménage, les personnes qui s'occupent de vos enfants, etc., ben oui, à 70-80%. Si on y rajoute les caissières, enfin, tous ces gens qui ont été des métiers indispensables pendant la crise du Covid-19 et qui finalement répondaient à vos besoins, eh ben oui, ça fait énormément de gens. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes jamais dans ce monde-là. Par exemple, le monde des livreurs ou le monde des éboueurs est plutôt masculin. Et pourtant, c'est aussi une forme de care qui consiste à prendre soin de nous et à répondre à nos besoins. Mais ce qui vraiment caractérise l'ensemble de ce champ des métiers du care, c'est à la fois leur caractère essentiel, comme on dit, indispensable, et en même temps, on a presque l'impression que c'est une blague de parler de métiers essentiels, tellement ce sont les plus dévalorisés qui soient. Mal rémunérés, mal considérés. Alors certes, applaudis aux fenêtres à 20h le soir pendant le confinement. Mais ça ne suffit pas. Comme les primes, ça ne suffit pas. Et donc, c'est toute la question. Comment avons-nous revalorisé ces métiers ? Je pense d'ailleurs que ça participe de la déprime ambiante. Vous avez remarqué que ce deuxième confinement, bon évidemment, d'abord il y a le côté ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol de n'avoir plus d'interaction sociale, évidemment. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui marque ce second confinement, c'est que le premier quand même avait donné lieu à un certain nombre de volontés de prise de conscience, de penser l'après-Covid, le monde d'après, etc. Donc une forme d'ambition tout de même. Le second, plus du tout. Moi, je ne lis plus du tout les mêmes tribunes. Et donc, en réalité, le second, c'est le confinement du désenchantement. Le premier, c'était le confinement de la prise de conscience et de la réflexion sur l'après-Covid. Le second, c'est le confinement du désenchantement total. Il ne faut pas se laisser aller à ce désenchantement. Honnêtement, il faut y résister. Et pour faire simple, il faut juste reprendre les premières réflexions qu'on s'est fait au moment du premier confinement. Et en effet, parmi ces premières réflexions, on s'est dit, mais mon Dieu, c'est quoi ce monde dans lequel on vit de hiérarchie de valeurs totalement inversée ? Il faudra absolument corriger ça. Corrigeons-le. On a cru que le gouvernement était sur le point de le corriger parce qu'il a tenu des discours pendant le premier confinement autour du CARE, justement. Il a même créé un organisme avec cet acronyme CARE pour dire que ça a été quelque chose qui importait. Il a lancé le Ségur de la santé. Sauf qu'à chaque fois, quand on rentre dans les détails, on se rend compte qu'en fait, c'est à chaque fois des petites mesures, mais rien de structurel qui change la donne. Typiquement, le Ségur de la santé, ok, quelques petits coups de pouce pour les personnels hospitaliers, mais on oublie de s'intéresser à toutes les personnes médico-sociales qui vont chez les gens, qui ont des temps de trajet, qui sont jamais comptabilisés, jamais rémunérés. Donc il y a une forme de constante ignorance de ce qu'est la vie et la difficulté de la vie de toutes ces personnes dans les métiers du care. Pour être tout à fait honnête, je dirais qu'il y a quand même un sujet avec ce gouvernement, c'est qu'en fait, je trouve que souvent, il est pris en flagrant délit de négligence à l'égard des plus vulnérables. Vraiment. Moi, ça m'a frappé pendant le premier confinement qu'il ait fallu tant de temps pour se rendre compte que les files devant l'aide alimentaire s'allongeaient de jour en jour,
qu'il ait fallu tant de temps pour se rendre compte que oui, les violences intrafamiliales, en fait, ça a explosé pendant le confinement. Enfin, c'est incroyable qu'on n'ait pas pensé, mais à la seconde où on annonce un confinement, en fait, c'est qui les plus vulnérables ? Bon, alors, les SDF, évidemment, qu'est-ce qu'on apporte comme réponse immédiate ? Les violences intrafamiliales, les étudiants, on les a complètement oubliés. Et en plus, si vous voulez, ce qui est fou, c'est que même quand on attire l'attention de ce gouvernement sur des sujets comme cela, confère les étudiants, puisque j'en parle, ou les jeunes de manière générale, et la nécessité portée par l'opposition parlementaire de donner, par exemple, le RSA aux moins de 25 ans, parce que voilà, la situation l'exige, sa réponse est non. Sa réponse est non. Donc, ce n'est pas simplement une négligence dans le fait de percevoir les problèmes, c'est aussi, idéologiquement parlant, une absence de volonté de reconnaître les problèmes. D'abord, peut-être commençons par pourquoi est-ce que les métiers du care sont de façon si persistante dévalorisés, alors que franchement, on est dans des sociétés qui, même avant la crise du Covid-19, auraient dû prendre conscience de l'importance du care et de ces métiers-là. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des sociétés vieillissantes, parce qu'on est dans des sociétés de plus en plus attentives aux questions de développement durable, d'écologie, etc. Donc, normalement, toutes ces questions de soins, d'attention, elles auraient dû. D'ailleurs, rappelez-vous, au début des années 2000, quelqu'un comme Martine Aubry parle de care, mais elle est accueillie avec beaucoup de goguenardise à ce moment-là, de mépris. Donc, pourquoi est-ce que ces métiers du care persistent à être si dévalorisés dans notre société ? Et en fait, la thèse qui est la mienne et qu'on défend dans le livre avec Sandra Logier, c'est qu'en réalité, c'est parce qu'ils persistent à être vus dans notre inconscient collectif comme une extension du champ domestique. Or, le champ domestique étant totalement dévalorisé dans notre inconscient collectif, puisqu'il repose sur les uniques épaules des femmes, encore aujourd'hui, enfin, je veux dire les 3/4 du travail non rémunéré à domicile, comme on dit, est effectué par les femmes, sont effectués par les femmes. Donc, du coup, ce champ domestique, qui consiste à prendre soin des enfants, à préparer, etc., étant vu comme quelque chose de généreux, d'altruiste, donc sur le mode gracieux, eh bien, dès lors que ces métiers du care sont vus comme une extension de ce champ domestique, en fait, on les considère pareils. Et donc, en réalité, le problème à la racine de tout ça, c'est pourquoi est-ce que ce qu'on attribue aux femmes est dévalorisé ? Parce que les femmes sont dévalorisées. Parce qu'on considère toujours une forme, même si on ne le reconnaît pas, je sais très bien qu'il y a peu de gens qui iront le dire dans l'espace public, mais la réalité, c'est que la hiérarchie entre les sexes, elle est toujours présente dans la reconnaissance qu'on a de la compétence des femmes, de l'importance de leurs avis, etc. Et en fait, là où c'était très choquant pendant le confinement, c'est en effet cette invisibilité médiatique, d'expertise politique des femmes. Parce qu'en fait, ça nous donnait totalement raison. La réalité, c'est que même dans une période où on dit les métiers du care, c'est important, donc les femmes, c'est important, en fait, elles sont encore plus invisibles que d'habitude. Non, mais enfin, moi, pardon d'être sévère sur le sujet, mais c'est un sujet qui me tient beaucoup trop à cœur pour contourner la question ou pour vous servir des fioritures. La vérité, c'est que ça n'a jamais été une cause majeure de ce gouvernement, l'égalité femmes-hommes. Enfin, sur tous les sujets, il a fallu quand même que la société civile crie très 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 fort pour que des choses se produisent, alors même que l'actualité servait totalement ce gouvernement depuis 2017. Je veux dire, j'étais spectatrice extérieure, mais quand j'ai vu le mouvement MeToo éclater, et avec plaisir, parce que je pense qu'on en avait vraiment besoin, la parole des femmes se libérer, je me suis dit, mais ce gouvernement a une occasion unique de faire passer, y compris des choses qui parfois dans la société rencontraient des résistances. J'en sais quelque chose. Vous vous souvenez que j'ai été ministre et que quand je cherchais par exemple à installer une éducation à l'égalité filles-garçons à l'école, tout de suite ça passait pour quelque chose de beaucoup trop violent, exagéré, susceptible de remettre en cause la civilisation. Bon, et ben normalement, dans une période MeToo et post-MeToo, on a beaucoup plus les moyens, parce que l'opinion publique prend conscience d'un certain nombre d'enjeux, de faire avancer ces dossiers-là. Ils n'ont pas du tout avancé, enfin, c'est une plaisanterie.
La lutte contre les violences faites aux femmes, c'est pas parce qu'on convoque un Grenelle, si derrière on met pas de moyens, si derrière en réalité les faibles moyens qui sont accordés pour ouvrir quelques hébergements d'urgence de plus, en fait c'est des moyens qu'on a pris à d'autres structures qui s'occupaient de droits des femmes et d'aide aux victimes, qu'on a déshabillées, c'est insupportable. Les 1 milliard d'euros qui étaient réclamés par les associations en la matière, ils étaient complètement légitimes. Enfin, je veux dire, les associations, elles ne les disaient pas comme ça au hasard. Elles avaient tout chiffré, ce dont on avait besoin. Et ça a été tourné en ridicule. Donc, non, l'égalité femmes-hommes n'a pas été grande cause. Et ça s'est complètement révélé pendant cette crise, du fait justement qu'elle est complètement disparue des esprits. Elle n'a jamais été un prérequis dans l'adoption des mesures. Contre toute attente, parce que au fond, même si on n'était pas d'accord avec ce gouvernement, et pas besoin de dire ici que je ne l'ai jamais soutenu, mais même si on n'était pas d'accord avec ce gouvernement, on aurait pu imaginer que sur des grands principes républicains, grosso modo, on sache se retrouver. Et en fait, contre toute attente, ce gouvernement, sur les questions de droits fondamentaux et de liberté publique, est en train de nous surprendre très négativement. Ça date pas d'aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec le Covid et le confinement. Dès 2017-2018, moi j'ai toujours été extrêmement choquée par des signaux qu'on ne peut même pas qualifier de faibles, qui étaient déjà très brutaux. Par exemple, quand j'entendais des ministres en exercice expliquer que des associations qui aident les migrants à traverser la mer Méditerranée sans y laisser leur vie étaient des complices des passeurs. Vraiment, là pour le coup, ça m'a fait un choc. Bien sûr. Donc en fait, on a eu quand même des signaux et des alertes il y a fort longtemps, et est-il besoin ici d'évoquer la crise des Gilets jaunes et la doctrine de maintien de l'ordre qui s'en est ensuivie, la façon dont quand même dans les manifestations on n'y est pas allé avec le dos de la petite cuillère pour réprimer les manifestants. Donc des exemples comme cela me poussent à dire que ce gouvernement, à l'égard des libertés publiques, semble avoir une tentation toujours qui relève au mieux de la droite, au pire cherche à donner raison à des vents mauvais qui ont toujours cours dans notre pays. On sait bien que dès que les gens se sentent insécurisés, il y a une facilité de dire il faut plus de sécurité, moins de liberté publique. Ce gouvernement n'était pas obligé de suivre ce chemin-là, et il le fait. C'est une bonne question, je ne suis pas psy. Je pense qu'il faudrait la poser à un psy. Mais non, ce qui apparaît vraiment extrêmement clairement, ce qui apparaît très clairement, c'est l'objectif, en effet, de rallier un certain nombre d'électeurs convaincus par les thèses de la droite et de l'extrême droite. Voilà, clairement. Alors, le problème, c'est que quand on dit cela, on trouve toujours des gens pour dire finalement c'est pas mal parce que comme ça fait autant d'électeurs de moins pour l'extrême droite, sauf que mais non, parce que si entre-temps vous avez adopté le langage, la rhétorique, la perception de la société, le récit de l'extrême droite, vous l'avez installé dans le pays et après il sera trop tard pour chercher à lutter contre puisque vous l'avez justifié, vous l'avez légitimé en adoptant ces propos. Donc voilà, c'est ça que moi qui m'inquiète beaucoup pour notre pays, c'est que sous des dehors souriants, parce que c'est ça le problème. Si vous voulez, moi, étant toujours dans des structures un peu internationales, je vois aussi le regard que portent les autres pays sur le nôtre, et ils ont toujours un peu l'impression que ça va, on a un gouvernement souriant, agréable, jeune, progressiste, etc. Et de moins en moins quand même. Oui, ça commence à changer. Mais enfin, pendant longtemps, ça a été le cas. Et donc, sous ces dehors souriants, en réalité, les atteintes progressives aux libertés publiques et aux droits fondamentaux sont plus que préoccupantes. Bien sûr. Les lois d'exception qui deviennent des lois tout court. C'est bien pour cela qu'il faut éviter vraiment, dans la mesure du possible, les lois d'exception. Il y a une facilité d'y recourir, je comprends bien, mais c'est à ça que sert une opposition parlementaire, c'est à ça que sert une société civile, c'est à ça que servent aussi des avocats. Je trouve que la parole des avocats, dans ces moments, elle est extrêmement précieuse, parce que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ceux qui tiennent le plus droit dans leurs bottes sur la défense des principes. Et donc, il faut entendre tous ces gens-là et permettre que dans le débat public, tous ces gens-là soient un contrepoint
à ce réflexe qui est de céder à l'émotion, à la nécessité de légiférer vite, à la peur, etc. Il faut qu'il y ait toujours ce contrepoint des principes. Donc ça, je sais que ça saoule certains qui disent mais les principes, c'est pas eux qui vont me protéger, etc. Mais en fait, si, les principes, c'est fait pour vous protéger. Simplement, il faut qu'ils protègent collectivement. Mais je pense que l'école républicaine, malheureusement, ça fait longtemps qu'elle est en danger. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'acteurs divers et variés, on pourra y revenir, en ont fait un champ de bataille. Et elle n'est pas en danger que du fait d'un terroriste qui vient, crime suprême, horreur, atrocité, s'en prendre et assassiner un professeur. Ça, c'est le plus ultime des dangers, mais bien avant. Je veux dire, le fait est que l'école ne devrait pas être un champ de bataille. Le fait est que les passions de nos débats, de nos incompréhensions, de nos hostilités devraient rester à l'extérieur de l'école. Or, elles n'y restent pas, elles entrent dedans. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est finalement chacun prendre nos responsabilités. Que faisons-nous pour éviter qu'elles rentrent à l'école ? Vous savez, on parlait d'égalité filles-garçons tout à l'heure, et je vous rappelais à quel point ça avait été compliqué à l'époque. Ça paraît loin comme ça, c'était en 2014. Mais il faut vous souvenir d'une chose. À ce moment-là, quand on cherche à donc, introduire cette espèce de formation à l'égalité filles-garçons qui s'appelait les ABCD de l'égalité à l'école, vous avez une espèce de petite organisation menée par Alain Soral, Farida Belgoul, qui s'appelle les Journées de retrait de l'école, qui décide, alors on était au lendemain du mariage pour tous, qui était toujours resté en travers de la gorge d'un certain nombre de gens hostiles à ça, donc eux en font partie. Ils décident que ça va être leur nouveau combat, ces ABCD de l'égalité. Et ils utilisent les armes les plus sales pour le faire, puisqu'ils pratiquent la désinformation massive. Ils envoient des SMS, je ne sais pas comment ils se sont procurés les numéros, à des familles, si possible, de quartiers populaires et si possible d'origine immigrée, beaucoup aussi de religion musulmane. Et ils leur envoient des SMS en leur disant « Mais savez-vous ce qu'on apprend à vos enfants à partir de l'âge de 4 ans sous ce programme ABCD de l'égalité ? On leur apprend qu'ils peuvent changer de sexe s'ils le veulent, bien sûr d'orientation sexuelle, et voire plus, puisqu'il était même question de masturbation dans leurs écrits à l'époque. » Ce phénomène-là, horrible, que j'ai eu à vivre comme ministre de désinformation, non seulement il n'a pas été suffisamment contré, et les effets en ont été directs, des familles ont vraiment retiré leurs enfants de l'école pendant plusieurs jours, etc. C'est-à-dire que la crainte est vraiment arrivée jusqu'à leur cerveau. Non seulement il n'a pas été suffisamment contré par tous les acteurs responsables du débat public, mais en plus, il y a même eu des forces politiques, moi je me souviens de responsables de droite, ou plutôt d'irresponsables de droite, qui s'en sont totalement emparés et qui l'ont conforté. Ont conforté ces fake news, ont conforté l'idée que, ah oui, quand même, cet enseignement de l'égalité, ça introduisait un trouble sur le genre, etc., etc. Je me souviens de Jean-François Copé allant à la télévision, présentant des livres de littérature jeunesse et disant « Mais vous vous rendez compte, c'est scandaleux ce qui est raconté là ?» C'était quasiment un appel à brûler des livres, vous voyez. Puis après, dans la foulée, vous aviez des gens qui s'organisaient pour aller dans les bibliothèques municipales pour enlever les livres problématiques. Mais c'était de la folie furieuse. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que quand il est arrivé ce qu'il est arrivé à Samuel Paty le 16 octobre dernier, autant vous dire que pas seulement comme ancienne ministre, mais comme femme, je suis complètement traumatisée et sous le choc de cet événement. Quand il est arrivé ça, m'est revenue immédiatement en tête cette époque-là, où justement l'école redevenait un champ de bataille. Et la responsabilité que certains y prenaient. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, tout ça avait conduit, y compris une professeure qui appliquait donc les ABCD de l'égalité, à voir son nom jeté en pâture sur les réseaux sociaux par les organisateurs des journées de retrait de l'école, son adresse personnelle, des menaces, etc. Et je me souviens à l'époque comme ministre que j'avais ressenti la plus grande crainte pour sa sécurité à elle, et que ça avait été le déclic qui m'avait conduit, avec Benoît Hamon à l'époque qui était ministre de l'Éducation, à dire, en fait, même si on garde le principe d'une formation à l'égalité, etc., il faut qu'on change le nom, parce que ce nom est désormais trop associé aux fake news qui l'ont accompagné, et on met en danger nos propres enseignants. Donc en fait, il faut éviter de faire de l'école des champs de bataille.
C'est une mesure, si vous reprenez un petit peu mes archives, vous verrez que c'est une mesure sur laquelle j'avais travaillé, c'est-à-dire que je l'avais vraiment instruite en long, en large et en travers. Et moi, j'étais même d'ailleurs partie à l'origine sur l'idée suivante, il faudrait qu'il y ait une scolarisation obligatoire de l'âge de 3 ans à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire qu'on parle souvent du commencement, mais aussi de la fin, parce que jusqu'à présent, elle est jusqu'à 16 ans, la scolarité obligatoire. Mais bon, le truc, c'est que justement, en l'instruisant sérieusement, ce qui n'est pas le cas de ce gouvernement, j'avais vite perçu qu'il y avait un petit problème, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, s'agissant des 3 ans, 97% des enfants sont déjà scolarisés à 3 ans. Donc, on peut dire quasiment tous les enfants sont déjà scolarisés à 3 ans. Donc, en fait, le seul effet qu'avait l'inscription dans la loi de la scolarisation obligatoire à 3 ans, c'était de justifier que du privé, que de l'enseignement privé puisse bénéficier de fonds des collectivités locales pour ouvrir des écoles dès l'âge de 3 ans. Et ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque la scolarité obligatoire ne commençant qu'à 6 ans, il n'y a qu'à partir des classes concernant les élèves, en gros, de CP, qu'à partir des classes concernant les élèves de CP, que l'enseignement privé pouvait prétendre à des financements aux collectivités locales. Là, dès les classes de maternelle, l'enseignement privé peut dire donnez-moi des moyens aux collectivités locales. Ce qui veut dire que la facture est extrêmement salée. Les collectivités locales n'ont pas un argent incommensurable. À un moment donné, elles sont obligées de faire des choix. Si la loi leur impose de financer du privé, honnêtement, dont on aurait pu se passer. Puis alors franchement, cette idée que dès l'âge de 3 ans, on ségrègue déjà entre privé et public les enfants, c'est quand même très très préoccupant. Donc si les collectivités locales se voient imposer ça par la loi, ça veut dire que c'est de l'argent qu'elles ne vont pas dépenser dans d'autres services sociaux qui auraient été plus utiles. Donc, pour vous répondre, derrière une bonne idée se cache souvent une fausse bonne idée. Et ce qui est surprenant, mais pas tant que ça, parce qu'en fait c'est de l'idéologie, c'est que le ministre actuel de l'Éducation nationale ne l'ait pas vu et persisté dans ce chemin. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. C'est exactement ce que je vous disais sur attention à cette tentation permanente de faire de l'école un champ de bataille, de faire des professeurs les bataillons d'un champ de bataille, de les prendre à partie, de les affaiblir dans l'opinion publique. Et en fait, ce qu'il fait là avec les enseignants du supérieur ou les chercheurs, c'est la même chose. Et c'est particulièrement frappant venant d'un ministre de l'Éducation nationale, tout comme est frappant d'ailleurs le fait que la ministre de l'Enseignement supérieur n'ait quasiment pas réagi à ma connaissance. Enfin, c'était quand même son rôle de défendre les chercheurs et les enseignants du sup. Mais bon, on ne réclame pas grand-chose de ce gouvernement, j'ai l'impression, publiquement. C'est quand même frappant. Mais là où c'est absolument terrifiant comme propos, c'est que non seulement ça désigne en pâture des gens en laissant croire sérieusement que ces gens auraient vaguement partie liée avec le terrorisme, enfin, vous vous rendez compte, mais en plus ça prétend donner un avis sur ce qu'il est légitime d'étudier ou de ne pas étudier, de mener comme recherche ou de ne pas mener comme recherche. Et c'est ça qui est le plus gros problème. Vous savez, moi je me souviens à l'époque où justement on parlait d'égalité femmes-hommes, j'étais ministre des droits des femmes, etc., ce moment où les études de genre, les recherches sur le genre, étaient conspuées par une grosse partie de la droite, en l'occurrence, ne parlons même pas de l'extrême droite, sur le mode mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ces fausses études, etc., etc. Aujourd'hui, qui doute qu'on a besoin d'études sur le genre, sur le fait qu'on a besoin de mieux comprendre les inégalités à l'œuvre, pourquoi les femmes sont les premières victimes de la crise Covid-19, etc. Qui en doute ? Qui étaient ces gens qui osaient porter ce type de discours sur de la recherche indépendante? Qui connaissait-il? Quelle légitimité avait-il à intervenir? C'est exactement la même chose avec Jean-Michel Blanquer aujourd'hui à propos des études sur les questions d'identité nationale, sur les questions de lutte contre les discriminations, sur les questions de diagnostic des inégalités. Même chose. De quoi parle-t-il? Quelle est sa légitimité? C'est pas un hasard pour moi que cette demande de Julien Aubert, que l'Assemblée lui donne les moyens d'aller vérifier ce qui se passe dans les universités et ce que font les chercheurs, arrive juste après les propos de Jean-Michel Blanquer. Il y a une espèce de cohérence qui interroge pour le moins sur l'idéologie de ce gouvernement. Oui.
Je pense que de toute façon, tous les partis politiques doivent se regarder en face et se rendre compte collectivement, hein, y compris les plus nouveaux, entre guillemets, qui nous ont chanté l'histoire d'un nouveau monde, se rendre compte qu'en fait, ils ne sont plus la caisse de résonance de la société. Et ça vaut aussi pour le nôtre. C'est terrible parce que voilà, c'est triste comme constat, mais il fut un temps où l'énergie, la modernité, l'activisme, la volonté de changer les choses qui provenaient de la société civile trouvaient un lieu de résonance qui s'appelait parti politique, qui l'aidait à finalement à grandir, à gagner en éloquence, à gagner en légitimité politique, à se faire élire, à convaincre les autres, etc. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que sur des sujets qui me tiennent à cœur, on a parlé du féminisme, évidemment. Vous prenez par exemple les nouvelles générations qui sont extrêmement activistes, extrêmement féministes, et c'est fabuleux, il y a une forme de radicalité donc, dans la société civile. Je ne trouve pas que les partis politiques, quels qu'ils soient, s'en soient encore suffisamment emparés et en fassent vraiment résonance. Vous prenez les questions de développement durable, d'environnement, de lutte contre le changement climatique, même chose, les marches des vendredis, etc. Encore une fois, cette jeune génération, Greta Thunberg, cet activisme, je ne trouve pas, même chez Europe Écologie Les Verts, que ça fasse caisse de résonance à la hauteur de ce que ça devrait être. Et donc, en fait, on doit collectivement se poser la question de comment repenser nos partis pour qu'ils soient plus en résonance. Donc c'est une question d'accueil des militants, de comment est-ce qu'on donne le sentiment à la population le plus largement possible qu'on est là pour eux, pour qu'ils viennent, comment on écoute ceux qui traversent la société, parce qu'on n'a pas à écrire le récit avant, en fait. Vous savez, comme parfois les journalistes, certains de vos collègues, pas vous, mais aiment le faire, c'est-à-dire qu'ils ont déjà le récit en tête et ensuite ils vous interviewent, mais ensuite ils font coller votre interview à leur récit. Parfois, les partis politiques ont fait ça avec la société civile, on fait ça avec les gens. Non. Donc, cette capacité à embrasser et à emmener plus de gens avec nous, je pense que c'est une question qui vaut pour tous les partis et pour le Parti socialiste en particulier, qui a toujours été un parti normalement de masse et populaire. Non, je ne veux pas manifester d'inquiétude parce que je trouve que c'est assez stérile. Donc, je dirais simplement que qu'on se sentira tous très 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 coupables et très 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 responsables si à nouveau en 2022 on laisse face à face les libéraux et les nationalistes et que franchement on aura du mal à se regarder dans un miroir. Donc à un moment donné il faut qu'on prenne nos responsabilités. Moi je suis prête à les prendre de toutes les façons possibles pour faire gagner cette union, mais il faut aussi que tout le monde y mette du sien. Mais peu importe, au fond, je veux dire, tout est envisageable dès lors que, à la fin, le résultat, c'est un camp de gauche qui soit large et qui, finalement, entraîne avec lui une part de la population qui soit suffisamment massive pour espérer gagner. On n'est pas là pour participer au jeu, comme si c'était quelque chose de léger. On n'est pas là pour se compter, pour savoir lequel d'entre nous est le plus beau. On n'est pas là pour ça. Sérieusement, c'est extrêmement grave ce qui se passe pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. La porosité entre la majorité actuelle et la droite, voire l'extrême droite. Les inquiétudes sociales de notre pays, enfin, je veux dire, quand même, il faut se souvenir qu'au sortir de ce Covid-19, on va avoir un taux de pauvreté, un taux de chômage, un taux de relégation sociale qu'on n'a jamais vu. Donc, pour tout ça, on ne va quand même pas laisser ces enjeux-là avec en face un choix entre les libéraux et les nationalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est pas possible. Honnêtement, c'est des décisions qui ne sont pas encore prises, donc il est un peu prématuré d'en parler. Comme vous le savez, les échéances ont été repoussées aussi, puisqu'on parle plutôt d'élections qui auraient lieu au mois de juin prochain, si elles ont lieu au mois de juin. Donc voilà, je regarde tout ça parce que évidemment c'est mon territoire et que je suis attentive à ce qui s'y fait. Et puis je sais très bien que la gouvernance de Laurent Wauquiez a été une catastrophe sur quasiment tous les plans. Donc c'est pas compliqué de vouloir une alternance, mais les décisions ne sont pas encore prises sur ce sujet.
Il y a une chose qui est sûre, c'est difficile de dire le contraire, c'est que c'est pas la meilleure façon de préparer l'union pour la présidentielle que de partir séparés pour la régionale. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez incompréhensible. Et je pense que tous ceux qui se déclarent candidats doivent le maximum possible jouer le jeu de l'union, appeler au rassemblement et créer les conditions d'eux, parce qu'il ne suffit pas de signer une tribune pour appeler au rassemblement, évidemment il faut créer les conditions d'eux. Donc voilà, c'est ce qui me paraît le plus raisonnable et le plus attendu de la part de tous les électeurs de gauche qui sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux les électeurs de gauche à espérer en nous et on n'est pas forcément toujours à la hauteur de leurs attentes. Donc c'est un appel à mes camarades de toutes les formations de gauche.